Alors nous, chez Clarivate Analytics, on est convaincu que bien sûr, la science ouverte ou les initiatives de recherche ouvertes vont faire en sorte que la science soit beaucoup plus efficace et produire de meilleurs résultats et aussi avoir une meilleure confiance au niveau de la science. On a entendu parler de fake news, on a aussi les fake science, on a toute une histoire de perte de confiance par rapport à la science, ce qui fait que on doit rétablir ce niveau de confiance par rapport à la science. On l'a mentionné plusieurs fois, Clarivate n'est pas un éditeur, donc on ne publie pas de revues, et donc on n'a vraiment aucun intérêt là-dessus sur la publication en accès ouvert. Mais nous, ce qu'on fournit, c'est que on fournit les informations une fois que la publication ou le manuscrit est publié. Donc c'est après la publication. Donc là, on fournit tout un ensemble de données analytiques et de métriques qui permettent d'avoir un soutien des initiatives concernant la science ouverte. Ok. Et ça, on le fait par exemple au niveau des agences de financement, au niveau des institutions, au niveau des éditeurs, et ainsi de suite. D'accord. Alors, dans le Web of Science, alors j'ai mentionné quelques outils ici, Journal Citation Reports, Master Journal List, Vivo Services, EndNoteClick, Data Citation Index et Publons, ainsi que Insights Benchmarking Analytics. Dans toutes ces ressources, on a des informations concernant l'accès ouvert. Et on a la possibilité de mesurer l'impact d'une institution, par exemple, ou même d'un chercheur, de dire, par exemple, ce chercheur, statistiquement, il publie, je sais pas moi, trois quarts de ses publications sont en accès ouvert. Pareil au niveau de l'institution, par rapport au niveau du pays aussi, ou même au niveau de l'agence l'agence de financement. Alors, quand on parle de science ouverte, parce qu'on a l'open access, c'est un élément de ce qu'on appelle la science ouverte. La science ouverte, c'est aussi le peer review, c'est-à-dire avant que votre manuscrit soit publié, on a de plus en plus, et ça on le fait avec Publance, si les examinateurs ainsi que les auteurs sont d'accord, on peut rendre visible le rapport d'évaluation des manuscrits. C'est ce qu'on appelle le Open Peer Review. Ok. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que on voit l'évolution entre ce qu'ont fait les examinateurs. Ils ont évalué le manuscrit, d'accord, et on voit le rapport d'évaluation. On a le open data, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire que vous partagez vos données. On a le open source code, on le voit aussi de plus en plus. Si vous avez écrit des programmes, je sais pas moi, pour des modélisations, des algorithmes, vous partagez aussi, on le voit dans GitHub par exemple, on peut partager aussi nos codes, donc on a le open source code. On a aussi les ethical issues, donc là c'est plus d'un point de vue éthique, de faire en sorte que on a une traçabilité et une visibilité sur en gros le cheminement entre le manuscrit jusqu'à la publication. Ok. Donc le open science, c'est vraiment le terme qui regroupe euh, ces, cet aspect ouvert de la science. Alors les outils ici, je vais les parcourir un par un et pour expliquer un petit peu comment on peut trouver ou récupérer les informations concernant l'accès ouvert. Alors j'ai mentionné tout à l'heure, encore une fois, on n'est pas un éditeur, on ne publie pas de revues. Nos données sont vraiment très vastes dans le sens en termes de couverture des revues. Alors je partagerai avec vous la présentation, vous aurez le lien concernant le processus de sélection. On en avait parlé dans une des formations. Et on a aussi Master Journalist. Quand on parle de sélection de revues, c'était une des façons de vérifier qu'une revue est indexée. Dans le Master Journalist, on a aussi des informations concernant l'accès ouvert de la revue. Donc on voit tout de suite si elle est en accès ouvert ou pas. D'accord. Bon, la partie à droite ici, c'est plus d'un point de vue évaluation de la recherche. On parle par exemple au Royaume-Uni, en Norvège et en Australie. Donc, ils utilisent nos données pour faire une évaluation de la recherche au niveau national. Alors, en termes d'accès ouvert dans le Web of Science, ça a beaucoup évolué depuis 2014. En 2014, on a un accord qui a été signé avec DOAJ Journals qui nous
fournit l'information concernant l'accès ouvert ou non des revues en accès ouvert. Donc là, c'était limité parce que c'était limité aux revues en Gold Open Access, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et c'était limité aussi à Web of Science Core Collection, on n'avait que 2 millions d'enregistrements. En 2017, on a un partenariat avec Impact Story, qui s'appelle maintenant Our Research, qui s'intéresse à la science ouverte. En 2018, maintenant, dans le Web of Science, on a une identification complète de tous les enregistrements, de toutes les publications qui sont en accès ouvert. Okay. Et la même chose, on a une distinction sur le peer-reviewed green, hybrid, bronze, et bien sûr le gold dans le Web of Science. En 2020, on a plus de 16 millions d'enregistrements de publications qui ont été identifiées comme étant des publications en accès ouvert. Donc ça, c'est aussi intéressant quand vous cherchez à savoir quelles publications vous pouvez lire sans avoir à payer. C'est un filtre qui est disponible dans le Web of Science qui est assez utile. Depuis 2020 aussi, ce qu'on fait, c'est que dans Insights, on a aussi les indicateurs d'accès ouvert. Bien sûr, comme vous le savez, dans Insights, d'un point de vue analyse et recherche, évaluation de la recherche, on utilise les données du Web of Science pour Collection pour avoir des rapports, des analyses concernant un ensemble de publications, là encore une fois au niveau du chercheur, au niveau de l'institution ou même du pays. Ok. Ce qui est aussi intéressant, c'est que depuis l'année dernière, dans Master Journal List, si vous voyez qu'une revue elle est en accès ouvert, on donne aussi l'information sur les frais que vous devez payer pour que votre publication soit en accès ouvert.